On est dans la région de Koursk, côté russe. Imaginez passer plusieurs jours dans un tunnel d'une hauteur d'1,40 m. Vous mesurez combien, Darius? 1,40 m. Je mets comme ça. Voilà, tout le monde va y croire. 1,40 m. Donc ça, c'est l'opération Zombie. Donc vous auriez parfaitement pu la faire. Ce sont des soldats russes qui ont parcouru environ 15 km dans ce tunnel, à l'intérieur d'un gazoduc que Moscou utilisait encore il y a peu pour acheminer du gaz vers l'Europe. Objectif, mener l'assaut à la fin du tunnel. Alors, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais regardez tout de même ces images qui ont été envoyées par les Russes. Regardez où nous sommes, dans un pipeline, un foutu pipeline. Vous savez où il mène? On va prendre les Ukrainiens à revers. Qui aurait pu imaginer? On va marcher dans ce pipeline. Il faut s'abstenir si vous êtes claustrophobe, surtout. Oui. Vous voulez plus de détails? On en a grâce au commandant de l'opération Zombie qui a participé donc à cette opération et qui explique comment elle a été préparée pendant 3 semaines. Pour passer dans le pipeline, il fallait couper l'alimentation en gaz, pomper le gaz et injecter de l'oxygène dans le tuyau. Ensuite, on a commencé à aménager des sorties vers la surface avec de la nourriture, de l'eau. Nous avons ensuite marché à l'intérieur de ce pipeline sur plus de 15 km. Après avoir reçu l'ordre d'opération, nous sommes remontés à la surface pour repousser l'ennemi. Ils ne s'attendaient pas à cette opération. Ils étaient désorientés, ils ont commencé à paniquer et grâce à ces efforts, de nombreuses localités ont été libérées. Cette histoire que rapporte ici Émilie est quand même très intéressante. Est-ce que l'armée russe est plus forte en termes, alors on l'a compris, d'abord grâce aux Américains, mais en termes de renseignement, de préparation, de qualité, de professionnalisme qu'on l'a pensé? Rappelez-vous au début de cette guerre, et avec raison parfois, on disait qu'elle était composée n'importe comment, qu'elle avait affronté beaucoup d'échecs. Elle laissait fondrer dans les 3 semaines, et il y avait déjà, les gens faisaient autour de cette table déjà des plans de partition en 5 États différents de la Russie. Il y aura celle-là. Tout ça était bien organisé. Visiblement, on n'y est pas encore. Alors précisément, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée russe, quelle que soit l'évolution qu'elle ait eue, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on pensait? Et évidemment, c'est inquiétant pour l'Europe de l'Ouest. Elle a beaucoup appris. C'est plus l'armée de 2022 qui s'est pris une tôle. Mais rappelons-nous que c'était une opération militaire spéciale et qu'ils n'étaient pas venus faire la guerre. En fait, ils ont été surpris par la résistance. Ils s'attendaient à quelque chose comme en 2014, avec les petits hommes en noir. On envahit la Crimée, les oblasts de Donetsk et de Louhansk. Et puis sans un coup de feu, tout est fait. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas mis toutes leurs forces? Ils n'ont pas mis toutes leurs forces. À l'époque, ils avaient mis toutes leurs forces de l'armée professionnelle, mais qui faisait 160 000 hommes. C'était grosso modo une armée qui ressemblait à l'armée française. C'était l'armée de la Syrie. Mais souvenez-vous, en février 2022, les 60 km de queue qu'il y avait à la frontière bélarusse, c'était des policiers. Il n'y avait pas un blindé. Ils venaient occuper un État qui se rendait volontairement. Et c'est ça la différence. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secret de cette armée? Sergueï Girnov, entrez dans la discussion, et là vraiment on aimerait vos avis à tous. Est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de monstre qui grandit aux portes de l'Europe? Le président de la République dit que le front, c'est aussi Jean-Noël Barrot qui le dit, le front s'est rapproché, un monstre militaire qui grandit aux portes de l'Europe. Ça, c'est sûr et certain, parce que déjà, il faut comprendre qu'il y a déjà actuellement 2 armées russes qui sont différentes. Il y a une armée qui combat donc en Ukraine. C'est une armée qui est composée en partie par les militaires de carrière, mais très majoritairement, ce sont les volontaires ou les anciens prisonniers ou les gens qui combattent pour de l'argent. Et en fait, dans le pays, derrière les rangs, les champs de bataille en Ukraine, il y a une autre armée qui se renforce et que Poutine veut qu'elle atteigne 1,5 million derrière sur tout le territoire de Russie. Et donc, en fait, ça risque d'être une armée de 2 millions, 2,5 millions qui, en plus, a acquis l'expérience des champs de bataille. Donc, ça peut être beaucoup plus dangereux qu'on ne s'attendait. On a été quand même très myope. Moi, je suis frappé de voir, comme vous rappeliez avec raison, un peu d'ironie, Renaud Girard, que certains commentaires étaient un peu, imprudents à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'une armée de 2 millions de personnes qui seraient aux portes de l'Europe. Oui. Après l'élimination de 700 000 soldats, l'Ukraine a effacé
tout l'outil militaire engagé sur le territoire ukrainien et à effacer une bonne partie du matériel également, blindé, de transport, etc., également engagé. Donc je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire avoir dit c'est l'armée la plus nulle du monde, à dire c'est la meilleure armée du monde. C'est ni l'un ni l'autre. C'est effectivement une armée qui a été décimée, qui a beaucoup appris, mais qui, de temps à autre, fait des coups comme celui-ci, qui, à mon avis, bénéficie, encore une fois, de la suspension du renseignement. Il y a des personnes qui ont été informées de la préparation de cette manœuvre et de sa progression. Les Américains, peut-être, avaient de la vision satellitaire ou du renseignement humain au sol, ou que sais-je. Bon, les Ukrainiens sont pris par cette opération qui est brillante. Qui est effectivement. Regardez ce que dit le président de la République. Quelles sont les données que donne le président de la République lui-même sur la puissance de cette armée russe ? Il y a un certain nombre de chiffres en termes de soldats, de chars. 1 200 000 soldats, 4 000 chars, 1 200 avions de chasse. Et puis ça, c'est seulement aujourd'hui. Si jamais les sanctions américaines sont levées, ce sera beaucoup plus d'ici quelques années. Les soldats sont aguerris, c'est ça qui est important. Parce qu'une armée, c'est avant tout des soldats. Vous voyez, les marins américains ont gagné contre le Japon, à Midway. Le général parlait de cette belle bataille navale, parce que les officiers de marine américains étaient meilleurs que les Japonais. Il y a une grande tradition dans la marine américaine. Et aujourd'hui, le problème que nous avons en Europe, c'est que l'armée russe est aguerrie. Alors, nous avons du côté européen l'armée ukrainienne, qui est aussi très aguerrie, mais que nous, c'est vrai, les démocraties européennes ne sont pas aguerries du tout. Ça, c'est une chose très inquiétante. Rappelez-vous, dans la guerre civile, Jules César, les Césariens qui rentrent de 8 ans de guerre sont plus forts que les Pompéiens parce que eux, ils sont aguerris. Alors que 8 ans de guerre des Gaules. Si on se souvenait, au siège de Dyrrhachium, ils sont à 60% de leurs effectifs théoriques des légions. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont battu les légions de Pompée avec des effectifs qui étaient parfaitement amoindris parce qu'ils arrivaient de la guerre des Gaules et ils ont des cohortes qui sont moitié à mi-effectifs, etc. Est-ce qu'on vit un moment pareil ? Est-ce qu'on vit un moment pareil où on avait l'impression qu'en Europe de l'Ouest, on était quand même plus sophistiqué, plus technique, plus technologique, plus tout, et en réalité, on a, pardon, je ne veux pas tomber dans les caricatures, mais des hordes de soldats très aguerris qui ont l'expérience de la guerre et de l'extrême brutalité. Bon, ils les ont, mais je suis un peu de l'avis de Gallagher. Il ne faut pas non plus surdimensionner ce qui vient d'être dit. Il y a 4000 chars. D'abord, c'est sur tout le territoire. Il y en a beaucoup qui sont très anciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, ils ne jettent rien. On ne jette rien. Donc, ils peuvent ressortir du T-55 des années 50, etc., du BTR-60 qui date des années 50-60, y compris du T-34. On a tout vu sur le champ de bataille. Donc, je crois qu'ils ont quand même un très gros problème, surtout que leur production, jusqu'à présent, et part dans le fourneau. C'est-à-dire que ce qu'ils produisent quasiment est détruit. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il insistait dans son intervention, dans son allocution l'autre soir, sur ces 300 000 hommes en plus, 3 000 chars en plus, 300 avions en plus. Donc en réalité, c'est lui qui donne cet horizon à 2030, je crois. Oui, bien sûr. Une puissance tout à fait considérable. Mais ça sera vrai quand les combats s'arrêteront. C'est-à-dire que si la guerre s'arrête, ça, c'est l'armée russe en 2030, effectivement. C'est pas l'armée russe d'aujourd'hui qui perd 1000 hommes par jour. C'est l'armée russe en 2030. Et j'ai toujours dit que si les combats s'arrêtent aujourd'hui, la Russie a gagné, refait son appareil militaire et remet le Mais couvert. ça veut dire quoi ? Soyez clair. Est-ce qu'on dramatise ou on ne dramatise pas ? Parce que là, on sent qu'on est un peu entre deux. Il y a une forme d'hésitation. En fait, il y a deux questions dans votre question. Sommes-nous prêts à la guerre ? Sommes-nous prêts à faire la guerre ? Sommes-nous prêts pour la guerre ? Donc, c'est la question du matériel. Évidemment, de ce point de vue-là, il y a des grosses défaillances. Sommes-nous prêts à faire la guerre, c'est-à-dire vous parliez de la brutalité de ces Russes, ce qui a ça dans nos démocraties, semblait indiquer le contraire. Il y a un immense point d'interrogation et c'est pour ça que les Allemands réfléchissent à réintroduire le service militaire, qu'ici on s'interroge sur qu'est-ce que c'est faire nation, est-ce que ça passe par le SNU, par d'autres dispositifs et est-ce qu'on serait prêt effectivement à aller faire rentrer des bouts de fer dans des bouts de chair à Narva si jamais les Russes franchissaient la frontière. Le général Richoux, oui, c'est son métier. Oui, le général Richoux, c'est son métier, si j'ose dire. Mais... Pour faire la guerre, il faut des soldats et pour faire des soldats, encore faut-il en produire. Aujourd'hui, on a une Europe en déclin démographique terrible. On ne voit pas la mère de famille suédoise ou espagnole ou italienne donner son seul fils, quand elle en a un, parce que souvent elle n'a qu'une fille, pour aller faire la guerre
contre les Russes. On a changé de mentalité. Rappelez-vous, moi je me rappelle très bien. On a 1,2 million de soldats, nous. Il faut le dire. Nous, les 27 ensemble, si la volonté existait, on a une armée qui est supérieure à l'armée russe. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armée européenne et qu'il n'y a pas de volonté affichée aujourd'hui. Le changement de civilisation dont parle Renaud Girard, Robert Badinter raconte lors de la naturalisation de ses parents. Il décrit l'officier de naturalisation qui dit à la mère, je crois qu'elle s'appelait Charlotte Badinter, elle dit mais vous êtes enceinte, c'est magnifique, vous allez donner des enfants pour la guerre, parce que dans la mentalité des années 30, c'était ça. Voilà. Aujourd'hui, l'officier de naturalisation qui dirait ça, vraiment, on le regarderait de travers. On a changé complètement de monde. Mais même en Russie, on a changé parce que, et c'est là que Poutine a très bien joué en offrant des avantages financiers finalement pour obtenir des soldats et pallier le fait qu'il ne veut pas mobiliser parce qu'il sait que ce serait pas populaire. Et il offre des avantages considérables à ceux qui veulent bien aller sur le front. Je sais pas, Gallagher, si tu as des chiffres, mais c'est des salaires. Et du coup, il a considérablement augmenté la force de combat en rémunérant les soldats. Parce que la mobilisation générale, il a renoncé, sachant très bien que c'était extrêmement impopulaire. Donc la Russie, et comme c'est un pays que nous n'avons pas du tout en Europe cette force de résilience et de résistance à la douleur. Les Russes ont ça quand même, c'est un véritable avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont durs à la douleur, ils sont durs à la souffrance, et ils en ont vu d'autres, alors que nous sommes des grands douillets. Donc il y a aussi ce rapport de force. Ça, c'est pas une légende. Ça, vous l'assumez, parce qu'évidemment, ça paraît un peu image d'Épinal. On n'a pas fait la guerre depuis 80 ans, donc on ne sait plus la faire, et on s'est construit pour ne pas la faire. Tout à fait. C'est-à-dire, le combat de haute intensité tel qu'il a été fait en Ukraine, on l'a pas fait. En revanche, on a quand même une armée qui est aguerrie, qui a des soldats qui savent manier leur armement. Mais après, on est victime des choix qu'on a faits. Par exemple, on a une armée de corps expéditionnaires, on construit du Jaguar et du Griffon. C'est des véhicules légers, un peu blindés comme un MX-10 RC, dont on se demandait si c'était un char ou pas. Je me souviens des discussions. J'ai toujours dit c'est pas un char, c'est un véhicule de reconnaissance. Bon, eh bien, ils sont pas faits pour aller en Ukraine. Aujourd'hui, dans l'armée française, on a 200 chars. Voilà, 220 chars Leclerc. Pas plus, pas un de plus. Quand je sortais d'ici un dernier soir, je suis tombé sur un jeune chauffeur de taxi. Il me dit vous sortez de chez Darius Rochebin, donc c'est la guerre, l'Ukraine, etc. Je dis oui, mais vous avez des enfants, vous êtes prêts, des fils? Oui, j'ai 2 fils à les donner à la guerre. Bon, ils n'ont pas encore tout à fait l'âge, mais alors je dis plus tard, est-ce que vous êtes prêts à les donner, puisque le président de la République vous a demandé votre aide? Et vous savez ce qu'il m'a répondu, Darius? Il m'a répondu, mais toutes ces histoires de guerre, c'est pour vous, c'est pour les vieux comme vous. Nous, les jeunes, m'a-t-il répondu. Et alors, je ne dis pas que tous les Français pensent comme lui. Nous, les jeunes, nous n'avons qu'une seule planète, et les frontières, les guerres, c'est des trucs de vieux. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Moi, je sais pas. J'ai des exemples différents. J'ai une amie qui a un fils qui doit avoir une 15aine d'années. Elle pense à le mettre dans la réserve. Donc elle m'a dit, mes grands-parents étaient des résistants, donc moi je considère que la guerre en Ukraine c'est l'Europe, et je veux que mes enfants ne soient pas dans les tranchées, mais plutôt soient les commandants, voilà. Donc comme quoi il y a encore des gens qui pensent que l'Europe mérite d'être défendue. Et moi ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que il faut pas oublier que si jamais on entrait en guerre dans un futur un peu éloigné avec la Russie, moi j'aimerais pas que les Ukrainiens soient des malgré eux et que soient retournés parce que l'Europe n'a pas aidé les Ukrainiens, et que finalement se disent finalement on se retrouve avec les Russes, on n'a pas le choix. Avec les armes qu'on a livrées. Exactement. Et avec la formation qu'ils ont, maintenant c'est la meilleure armée du monde quand même. Donc ça, c'est un point Votre important. regard sur cet adversaire, le président de la République utilise le mot adversaire et pas ennemi, c'est menace existentielle. Ces images de la place rouge, alors ces images, elles datent de 2014, sauf erreur, non 2024, pardon. Elles ressemblent beaucoup à des images déjà de l'Union soviétique. D'ailleurs, il y a la référence à 1945. Nos générations, on regardait ces images en se disant ces chars vont déferler un jour, ou vont tenter de déferler sur l'Europe de l'Ouest. On y croyait, nous, dans les années. Moi, j'ai fait mon service militaire comme lieutenant de réserve, et on y croyait absolument à l'ennemi rouge. Mais nos parents
avait connu la guerre, si vous voulez. Et effectivement, alors il faut le dire, toujours dire avec un très grand courage, les soviétiques, dont les Biélorusses, les Ukrainiens, les tous, etc., ont libéré et ensuite occupé une partie de l'Europe pour le service de Staline. Mais enfin, ils ont commencé par libérer la puissance nazie. J'aimerais vous poser une question simple. Par rapport à la guerre froide, qu'est-ce qui est différent ? C'est-à-dire, quelle est la différence de danger entre ces images qu'on regardait ? C'était presque les mêmes en 1960, 70, 80 et aujourd'hui. C'est quoi la différence? C'est l'Union soviétique avec un politburo à 5 qui était beaucoup plus prévisible, composé de gens qui avaient fait la guerre et qui ne voulaient pas la refaire, globalement. Et c'était vrai du côté américain, occidental, que des gens, une génération, qui avaient fait la guerre, qui en connaissaient le prix, qui ne voulaient pas que ça recommence. Et il y avait finalement une connivence d'anciens combattants qui, dans l'opposition idéologique, ne voulaient pas que ça recommence. Là, vous avez des jeunes générations qui n'ont pas fait la guerre, et vous avez une équation très différente. Vous avez Trump, et puis vous avez Poutine. Poutine, il décide tout seul. Donc Poutine, celui qui sait ce qu'il a dans sa tête quand il se lève le matin, eh bien, il est balèze.